Bonsoir. Le mariage forcé et les grossesses précoces, le travail infantile, la déscolarisation sont autant de discriminations dont sont victimes nos filles dans nos sociétés. Et les défenseurs de l'éducation estiment que ces maux sont les conséquences directes du manque d'éducation. L'éducation serait alors, selon les défenseurs, le seul facteur facilitateur de l'autonomisation des filles et des femmes et partant du développement de la société. Mais comment l'éducation contribue-t-elle à l'autonomisation des filles et des femmes? C'est le sujet de discussion ce soir sur Boulevard des Femmes. Bienvenue donc à toutes et à tous. On accueille notre invité Fil Rouge et c'est parti pour 52 minutes de discussion, d'échange et de bonne humeur. Sœur Henriette Marie Goussi Kende est née le 18 mai 1968 à Douala au Cameroun. Béninoise de nationalité, en plus d'être religieuse de l'Institut des Sœurs de Saint-Augustin depuis un quart de siècle, elle est également artiste plasticienne professionnelle formée à l'Institut de formation artistique au Cameroun. Elle a par ailleurs étudié la gravure à Montréal au Canada. Lauréate du Trophée Femmes de Feu en 2015, elle partage ses talents avec les plus jeunes au Collège de Saint-Augustin et avec les étudiants de l'Institut des métiers d'art et d'archéologie de l'Université d'Abomey-Calavi. Sœur Henriette a déjà réalisé plus de 500 œuvres qu'on retrouve dans plusieurs collections de par le monde entier et exposées au Cameroun, au Canada, au Japon, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Bénin. Sœur Henriette Marie Goussi Kende, c'est elle qui va nous tenir le fil rouge aujourd'hui sur Boulevard des Femmes. On dit sœur ou religieuse? On dit sœur, Oui. donc c'est différent de religieuse. Oui, au fait, religieuse, c'est un nom d'appartenance pour signifier que on est prêtre ou religieuse, mais sœur, c'est plus court. Bienvenue sur Boulevard des Femmes. Merci. Alors, Mirabel, Anita, vous avez la pleine forme? Ça va, et toi? Ben, je vais très bien. En tout cas, nous avons l'onction divine ce soir avec nous sur Boulevard des Femmes. Nous avons la grâce de recevoir et de passer du temps avec une sœur de l'Église catholique. La sœur Henriette Marie Goussi Kende est artiste plasticienne, douée et talentueuse, comme on l'a constaté tout à l'heure dans l'élément portrait. Mais dites-nous, ma sœur, comment êtes-vous devenue artiste plasticienne? Merci. Être artiste, au fait, c'est une prédisposition d'abord innée. Et de la prédisposition innée, j'ai reçu, grâce à mes supérieurs, une formation professionnelle. Et la formation professionnelle m'a permis d'être accompagnée pour comprendre mieux les techniques, pour pouvoir m'exprimer plus aisément. Ah ben, vous avez ainsi assez de temps au couvent pour vous occuper à autre chose qu'au travail de l'Église, comme on le dit. Oui, le travail de l'Église passe aussi par là. Le couvent, c'est un milieu de formation et où la postulante va pour pouvoir acquérir les aspects de la vie religieuse, comment s'y adapter, comment tenir. Mais maintenant, la vie religieuse en communauté, une fois les premiers vœux émis, donc chacune de nous a son activité. Et moi, mon activité qui me passionne le plus, c'est l'art. Après là, suit l'éducation, le partage des acquis avec les plus jeunes. En fait, quand on entend parler de couvent, on se dit que c'est un lieu vraiment clos, fermé, on ne sort pas ouvert, on n'a pas le droit de sortir, on n'a pas le droit de faire autre chose que de rester dans les couloirs de la prière, de l'église. C'est l'impression que ça donne. C'est l'impression que ça donne. Oui, vous savez, dans un couvent ou comme dans une communauté, il n'y a pas que la prière. Et il y a la prière. Il y a la vie. Il y a le travail aussi. Parce que quand on finit de prier, on doit manger. Mais est-ce que de tous les temps, ça a été comme ça? Ou bien ce sont ces dernières années qu'il y a eu cette ouverture? Ça a toujours été comme ça, même dans les monastères les plus cloîtrés. Les sœurs vivent des œuvres de leurs mains.
Donc, elles ont un temps pour la prière, un temps pour le travail, un temps pour le repos. Donc, les trois contribuent à l'équilibre de la personne humaine. Parce qu'on ne peut pas suivre Jésus-Christ, il y a des dames déséquilibrées dans la société aussi. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce qu'il y a des jours où vous n'avez pas d'inspiration du tout? Et donc, quand vous n'avez pas d'inspiration, est-ce que vous n'allez pas à l'atelier? Et cet aspect-là m'étonne aussi. C'est pourquoi je dis souvent ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. L'inspiration pour moi vient spontanément. Ça vient tellement que mes amis me disent, Henriette, arrête un peu quand même. Donc, c'est pour vous dire que lors de la méditation, je me laisse imbiber par la grâce. Et lorsque je suis en atelier, souvent en atelier, si ce n'est pas les jours où je me retrouve avec les plus jeunes ou les visiteurs, souvent je m'enferme. J'ai un endroit précis à l'atelier, là, je m'enferme à clé. Mais quand je suis là seule, ça sort. C'est plus spontané, c'est plus naturel. Je lis beaucoup aussi. Et je suis curieuse pour me documenter à travers la réalité, à travers, disons, les aspects actuels. Et ça me permet aussi, en écoutant les autres, en partageant avec eux leurs acquis, leurs difficultés, je me rends compte que tout ça, une fois ingéré dans ma personne, je les digère sur la toile. En fait, tout ce qui vous entoure vous est source d'inspiration. Oui, tout m'inspire. Mis à part Dieu lui-même qui est source d'inspiration. Tout m'inspire, c'est vrai. Dieu est même la source par excellence de l'inspiration. Alors, dites-nous, au couvent, quelles sont les différentes sortes d'activités qu'on peut apprendre? Parce que moi, j'ai failli être religieuse. Mais pourquoi vous? C'est la vérité en plus. Non, c'est la vérité. Ça, c'est une histoire personnelle. J'ai failli. Ça m'a vraiment plu. Mais oui, vous l'êtes à votre manière. Ou bien. Mais si vous êtes religieuse. Religieuse, vous donnez votre vie à Dieu, même dans le mariage. Oui. Tout en participant à l'éducation de vos enfants, en contribuant au développement de votre patrie. Et tout ce que vous faites de beau et que moi j'admire de loin, mais vous l'êtes déjà. Donc on est consoeurs. Okay, ça me réjouit. Alors, non, je vais la mettre. Ne soyez pas étonnés de me voir dans cette robe bientôt. Alors, ma soeur. J'avais trop tard pour bien faire. Merci, ma soeur. Merci, ma soeur. En fait, il y a des congrégations où elle peut intégrer des congrégations. Mais alors? Et il y a des exceptions, parce qu'il y a d'autres que, bon, après des expériences de vie, on peut recevoir l'appel à tout moment. Oui. Mais chez nous, ce n'est plus possible. Mais ailleurs, on peut récupérer. Moi, je vais chez vous. Si c'est pas que voilà. Alors, ma soeur, je voudrais savoir, en dehors de la couture qu'on connaît de façon principale chez les religieuses, quelles sont les autres activités que les filles qui ont l'aspiration de rentrer dans le couvent, de porter la robe blanche comme vous, quelles sont les autres activités qu'elles peuvent apprendre sur place? Les formations aujourd'hui sont orientées dans le but de pouvoir répondre aux aspirations de notre temps. Donc, nous avons, en plus de la couture, nous avons la pâtisserie. Exactement. À part la pâtisserie, il y a l'enseignement. Il y a, comment on appelle? Il y a, à part l'enseignement... L'enseignement général ou religieux? Général. Oui, l'enseignement général. Parce que nous avons des sœurs professeurs, nous avons des directrices d'école, on a l'infirmerie aussi, les sœurs qui s'occupent des soins. Aussi, nous avons les orphelinats. Chez nous, malgré ce que vous avez, être toujours disponible à répondre partout où le besoin se fait sentir. Mais vous avez dû sortir du couvent pour aller apprendre votre art. Oui, j'ai dû sortir pour apprendre l'art. J'ai eu la chance d'aller au Cameroun. J'ai fait 4 ans là-bas pour pouvoir suivre des cours d'art. Après ça, je suis allée au Canada continuer. Donc, toutes les fois que nous sortons, nous vivons dans une autre communauté qui peut ne pas être de notre institut,
c'est pour toujours rester un peu dans le cadre idéal qui va nous permettre de conserver notre engagement. Beaucoup gens ne ne savent savent pas, pas, on se oui. pose des questions, on veut bien savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est totalement le couvent, comme on le dit? Ou est-ce Donc, qu'on a aussi la en possibilité de fait, sortir? j'explique. Quand la jeune fille qui choisit, parce que nous avons plusieurs jeunes filles chez nous, il y a les filles que nous accueillons parce qu'elles sont en difficulté. Là, on les oriente, on les éduque, on les encadre. Maintenant, une postulante, c'est celle qui postule pour la vie religieuse. Qui a la vocation, qui Qui sent a la vocation. pour être religieuse. Donc, les postulantes ont des formations à suivre. Il y a d'abord l'école. Après le bac, elles font la demande pour entrer au pré-postulat. Le pré-postulat dure 1 année. Après le pré-postulat, librement, elles font encore la demande pour entrer maintenant au postulat. Le postulat, le noviciat première année, noviciat deuxième année, et vous devez aussi, si vous voulez, librement, après toute cette formation, c'est toujours librement qu'on fait la demande maintenant pour émettre les vœux. Maintenant, ceux qui vous ont formé, ceux qui vous ont vu vivre, les supérieurs vont voir est-ce que cette personne est vraiment en mesure de s'engager dans la vie religieuse. Maintenant, plusieurs vont réagir, vont donner leur point de vue par rapport à ce qu'on vous a vu vivre et aussi vos consoeurs. Maintenant, si après vous avoir observé et on a jugé bon, là on vous reçoit pour les premiers vœux. C'est ça, vous appelez les vœux perpétuels? Non, les vœux perpétuels, et dans l'église, c'est après 6 ans au moins. Et sinon, on peut aller jusqu'à 9 ans avant de faire les vœux perpétuels. Les vœux perpétuels, c'est que vous êtes déjà religieuse. Mais vous vivez dans une communauté. 6, 7, 8 ans après, vous demandez à s'engager définitivement. Parce qu'on est d'abord religieuse et disons temporairement, on émet les vœux temporaires. Au fait, l'Église prend toujours des dispositions, c'est comme des garde-fous. Quand vous venez, c'est une vie, vous n'avez jamais vécu, vous avez certes suivi une formation noviciat. Maintenant, quand vous venez et que vous avez suivi toute cette formation, l'Église vous donne 1 an. C'est pourquoi on fait toujours 1 an les vœux temporaires. Maintenant, après les 1 an, vous allez régulièrement, à la fin de l'année, demander vous-même librement. Vous pouvez demander à rentrer chez vous après 1 année. Cette vie ne me convient pas, telle que j'ai fait, je préfère m'orienter ailleurs. Librement, on vous laisse partir. Maintenant, si vous voulez, vous demandez et vous allez encore renouveler pour 2 ans. Après 3e renouvellement de vœux pour 3 ans, mais c'est à la fin, au terme des 3 ans maintenant, que vous demandez à faire vos vœux perpétuels. Maintenant, sœur Henriette, quels sont les critères pour entrer dans la vie religieuse? Est-ce que c'est Apparemment, je sais pas, la c'est sœur une est affaire de intéressée. vocation? Moi, je pense que c'est d'abord la vocation, non? Oui, Il la faut vocation, avoir mais il la doit avoir- vocation, certes. Les critères, c'est qu'il y a d'abord une volonté. Ce n'est pas parce que ma maman veut me voir en tenue que déjà je Oui. cours vers les sœurs. C'est vrai qu'il y a des parents qui... Ce n'est pas facile parce qu'il y a la grâce d'État. Quand vous entrez, vous engagez, il faut il faut correspondre. Parce que vous émettez les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et 4e, pour vivre dans la vie communautaire. Parce que la vie communautaire, la manière d'y vivre chez les sœurs de Saint-Augustin est différente d'une autre congrégation. Donc, je m'engage à vivre selon l'institution des sœurs de Saint-Augustin. Donc, maintenant, c'est librement. Et quand vous venez en vie religieuse, quand on dit qu'il y a des critères, le b.a.-ba, c'est pour vivre ensemble avec les autres. Et dans cette vie commune, il y a des prédispositions à avoir. Je ne peux pas être ensemble avec les autres quand aujourd'hui tu me parles mal, c'est la bagarre qui commence, mais je ne suis pas à ma place. Oui. Même si en matière de spiritualité, et vous avez une spiritualité profonde, vous voyez même Jésus vous parler, dans ce contexte, vous ne pouvez pas être religieuse. On va vous demander de vous orienter ailleurs. Parce qu'on ne peut pas tout recevoir non plus. Oui. Donc, ça,
C'est clair. C'est C'est clair maintenant. Et bon, écoutez, il faut avoir les bonnes valeurs. Visiter la sœur, Cultiver les bonnes valeurs. à Saint-Augustin pour avoir plus les conditions pour intégrer. De toute façon, moi, j'essaye à ce que je veux faire. Ça dépend de vous autres. Ma soeur revient à vous. Chose curieuse, c'est ma curiosité qui m'amène là. On s'attendrait à vous voir ne peindre que des images à connotation religieuse. Et c'est pourtant le contraire. Oui, c'est une question qui me revient souvent, c'est pourquoi ça me fait sourire. Ça vous fait rire, mais... Vraiment, vous voyez, non? En fait, ce que je fais, ça va au-delà des images religieuses, comme on le dit. Je m'explique mieux. Lorsque quelqu'un, je parle le cas de Michel-Ange et autres, qui ont décoré la coupole des églises, vous voyez, c'est si beau. Ils ont dessiné de la Vierge Marie, l'image des saints, ainsi de suite. C'est du déjà fait. En matière d'art, la créativité permet à l'artiste d'apporter son savoir-faire et son savoir-être. On ne va pas s'accrocher à du déjà fait. Maintenant, en tant que religieuse, ce que je suis va transparaître, que je le veuille ou non, à travers ce que je fais. C'est pour cela, souvent, dans mes images, dans mes tableaux, j'aime la convivialité, j'aime la main tendue, j'aime des gens ensemble, des femmes ensemble, qui contribuent à la vie, qui contribuent à l'épanouissement de l'être humain. Donc, faire la Vierge, lorsque je reçois des commandes, je le fais. Mais typiquement, continuer à faire la même chose que les autres avaient déjà fait, c'est du copie. Mais moi, je me dis que du déjà fait, certes, mais puisqu'on parle d'art, si par exemple vous devez vous limiter qu'à des images religieuses, je pense que votre façon de transcrire ou de faire, selon votre art, vos inspirations, aura quand même quelque chose de plus différent que ce que les autres font. Mais parce qu'on dit déjà fait, déjà vu, déjà fait, mais il y a toujours une particularité, une singularité parlant d'art. Oui, tout à fait. Il y a une singularité parlant d'art. Maintenant, en tant qu'artiste, je pense que c'est mieux de se libérer. Vous voyez, l'aspect, disons, créativité, l'aspect inspiration ne doit pas cadrer l'artiste. Quand on est en atelier, il faut se libérer. Il faut faire naître tous ces questionnements, tout ce qu'on porte. Comme joie, peine, tout ce qu'on vit. Et je vois la sœur sortir toute son inspiration, toute sa joie de vivre, son art. Je préfère parce que, vous savez, ça permet à l'artiste de ne pas mettre des limites à sa personne. La liberté. Oui, la liberté dans l'art. Si, de ne pas mettre de limites à sa personne. Et c'est en cela que l'art devient profond. En cela que l'art peut rejoindre chacun dans ce qu'il est. Nous sommes si différents. Mais chacun se lie à travers une toile. Et ça vous fait combien d'années déjà dans la carrière d'artiste? Carrière d'artiste, s'il faut parler de carrière, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Ah, Et oui. quel est le regard de la société autour de vous et le regard de votre communauté en particulier? Bon, le regard de la société autour de moi, c'est Vous avez vrai. souvent des retours. On vous Oui, apprécie tout à d'une fait. certaine manière ou on fait des critiques que vous apprenez aussi d'une certaine manière. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est légitime. Je pense bien qu'on ne peut rien faire dans la vie de grand et de beau et que les autres ne disent pas leurs mots. Et je ne m'attends pas beaucoup à ce que les autres parlent dans le sens de l'appréciation. Ça, moralement, je m'habitue, je m'adapte à ce point-là. Les débuts ont été un peu difficiles pour moi, J'imagine. Hein? où parfois mes projets ont été refroidis par endroits parce que je suis religieuse. Quelle religieuse? Une femme qui n'a pas renoncé à son voile et à sa robe. Lorsque vous vous présentez dans des milieux, je dépose un projet comme tout le monde pour une exposition. On me reçoit, après on me demande, ma soeur, qu'est-ce que vous faites? Les images de Marie, on n'expose pas ça ici.
On ne veut même pas savoir. Sans vous avoir ce que je laissé fais. présenter ce que vous Déjà, voulez. Tout ça, c'est des a priori, justement. Oui. Déjà, ma présentation déjà crée un blocage. Bon, je l'accepte comme ça. Et aussi, je remercie tous ceux qui, en ce moment, ou qui continuent de créer ce blocage par rapport à mon image. Parce que ça a été toutes les fois que je retourne chez moi ou dans mon atelier, c'est toujours pour moi un défi. Je dis toujours, je veux montrer que je suis capable d'aller au-delà des préjugés. Ce que les gens pensent. Le savoir s'imposer. Oui. Donc, quelque part, ça vous fouette, ça vous motive. Oui, oui, tout à fait. Ça a été pour moi une grande motivation. Ou parfois, vous retrouvez en atelier, même les débuts avec les artistes. Ici, je me rappelle, et mon premier atelier dès mon retour du Cameroun en l'an 2000, tout le monde était curieux, mais ça parle à ça. Elle peint aussi. On pensait que tu étais juste passé, nous regarder. J'ai dit non, je suis passé travailler avec vous. Nous parlons justement de l'autonomisation des filles et des femmes par l'éducation. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Oui, l'éducation, c'est un support qui libère. Je le dis parce que lorsque la jeune fille reçoit une éducation, ça peut être éducation professionnelle, ça peut être éducation humaine. Lorsqu'elle reçoit l'éducation, ça la libère. Parce que l'acquis, ce que vous recevez, c'est la base d'un certain équilibre. Je donne l'exemple de l'éducation humaine. Quand déjà de la famille, de la maison, l'intéressé à accompagner, parce que moi je prends souvent l'éducation comme aussi l'accompagnement. Dans l'accompagnement, vous avez une personne aînée, ça peut être des parents, ça peut être des parents proches ou des géniteurs, qui vous introduisent dans les méandres de la vie. Et cette éducation reçue vous permet de vous affirmer. Ça vous permet aussi de faire face à la réalité de la vie, parce que la vie aujourd'hui est exigeante non seulement envers l'homme, mais aussi envers la femme. Connaître et apprendre quelque chose, ça fait aussi partie d'un combat. Un combat et l'esprit surtout de notre institut où nous œuvrons pour cette éducation de la femme. L'aider à apprendre un métier, l'aider à connaître son corps, à s'épanouir, l'aider à savoir faire ses choix, parce que la vie aussi est un choix. Et quand tous ces facteurs sont réunis et que la personne ne vit pas sous la pulsion d'une certaine imposition et que c'est fait en toute liberté, ça s'assume mieux. Ah ben, en tout cas, nous allons revenir à des questions plus précises à votre niveau. Et en attendant, il y a des acteurs de l'éducation qui soutiennent que l'éducation des filles est le point précurseur du changement durable. Une fille qui ne va pas à l'école aura plus de mal à faire entendre sa voix, et elle ne pourra hélas pas participer activement aux prises de décision dans la société à laquelle elle appartient. La non-scolarisation des filles les enferme dans la pauvreté. Et est-ce que vous partagez cette réflexion? Je partage ça entièrement. Mirabel Akpaki s'est rapproché d'un spécialiste de la question et qui a répondu à quelques préoccupations à ce sujet. Une étude a révélé qu'à travers le monde, près de 52 millions de filles n'ont pas droit à l'éducation, ce qui accroît leur vulnérabilité. Alors, il faut d'abord savoir ce qu'il faut comprendre par autonomisation des filles et des femmes et par quoi ça passe. Et pour nous répondre, nous avons interrogé Alain Rouillon. Il est le président de ACPER Famille, qui se définit par Action citoyenne pour la promotion de l'éducation à la responsabilité de la famille. À partir des valeurs que les parents devraient très tôt
lui transmettre. Et je parle des valeurs ici, je parle des valeurs structurantes, parce qu'il faut réussir à façonner l'être de l'enfant, l'être de la fille, pour que demain, elle soit une femme responsable. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur les valeurs structurantes et la valeur morale aussi. Quand on parle de valeurs, quand on parle de transmission des valeurs, on fait appel à l'éducation, évidemment. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est ce qui permet vraiment à l'être de savoir qu'il est dans une société, déjà dans une famille, et qu'il y a des normes dans la famille. Donc, il doit pouvoir tenir compte des normes, des lois et des préceptes qui permettent vraiment à la société de vivre en harmonie. Ça facilite le développement parce qu'aujourd'hui, sur le plan économique, les vraies actrices du développement économique, c'est les femmes. C'est-à-dire, je n'exagère pas, je ne dis que ce que je vois et ça crève l'œil aujourd'hui. Les vraies actrices du développement, c'est un peu les femmes. Il faut former nos filles d'aujourd'hui. Il faut leur donner une bonne formation, la formation du caractère. Et à travers cette formation de caractère, commencer par leur dire que dans la société, il n'y a pas que des hommes qui soient des gens qui réussissent, il y a aussi des femmes. Et raconter un peu la vie des femmes qui ont réussi dans la vie. Et il y en a. Moi, par exemple, personnellement, dans ma famille, j'ai des filles qui n'ont pas attendu de papa quelque chose avant de s'installer sur le plan national. Et ça fait notre fierté. Donc, à un moment donné, elle a pris ses responsabilités. Elle a compris que, telle qu'elle voit les choses, elle n'a pas à attendre un homme. Je crois que ça interpelle les papas. Ça interpelle les mamans. Il faut que déjà, dès la tendre enfance, on leur apprenne à comprendre que, attention, prends tes responsabilités et je crois que demain, tu vas. Donc, c'est d'abord une affaire d'éducation à la base et il faut que les écoles aussi contribuent vraiment à réussir. Puisque c'est un challenge aujourd'hui. Vu les influences que reçoivent de plus en plus nos enfants, surtout nos filles, par ces temps d'inversion des valeurs, je crois que les cadres éducationnels, ce n'est plus seulement la famille, il y a aussi les écoles, les centres d'apprentissage doivent veiller vraiment à tenir compte de ce qui fait l'être, de ce qui fait notre humanité. Aujourd'hui, on parle de l'autonomisation et je dirais à raison. Pourquoi? Parce que les hommes de notre temps, de cette génération, pour la plupart, ont démissionné. Et pour que nos filles, les femmes, ne passent pas leur temps à tourner les pouces, il faut les armer. Il faut leur donner tout ce qu'il faut pour s'assumer. C'est de ça dont je parle. C'est-à-dire, il faut que vraiment nos filles, nos femmes commencent par s'assumer et ne pas toujours rester à attendre les mains aux hommes, aux maris. Surtout que ces derniers temps, on n'a plus de mari. Il n'y a plus de mari en tant que tel. Il n'y a plus de mari responsable. Parce de notre temps, je dirais que lorsque vous vous engagez à prendre une femme, c'est que vous vous dites, tiens, j'ai une responsabilité à assumer. Mais la génération actuelle, tu s'en fous pas mal. Donc au point où nous, en tant que papa, maman, nous les armons, nous leur disons, écoutez, c'est d'abord ton job qui est ton premier mari. Ben voilà, c'était pour les femmes avec M. Alain Houillot. Alain Houillot, il est le président de ACPER Famille, Action citoyenne pour la promotion de l'éducation à la responsabilité de la famille. Voilà, sœur Henriette, de quoi, selon vous, les filles et les femmes ont-elles besoin pour être réellement autonomes? Pour être réellement autonome. De quoi les filles et les femmes ont besoin? Je pense pour être autonome, la femme a besoin, sur le plan financier, de ne dépendre de personne. Ah ben oui, c'est ce que M. Houillot aussi a dit. Hein?
Ça ne dépend de personne, même si c'est peu, qu'elle soit en mesure, lorsqu'elle a besoin d'acheter le minimum, de ne pas attendre une main tendue pour le faire. C'est très Alors, important. on a l'habitude de dire que l'éducation des filles et des femmes est un levier du développement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation? Je suis tout à fait d'accord. C'est un levier pour le développement parce qu'une femme éduquée et partage ses acquis, son éducation avec son milieu. L'adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer une société. Nous avons fait l'expérience dans ce domaine dans les villages où quand vous prenez une femme, vous lui donnez, disons, des lignes de conduite, comment faire pour entretenir son enfant, comment vivre dans la famille, comment, disons, s'occuper un peu de sa responsabilité en ce qui concerne la manière de cuisiner et tout, vous vous rendez compte qu'un quitte là, elle partage avec son milieu ce qu'elle a reçu. Et nous avons partagé nos acquis avec une, mais on se retrouve avec 10, 20, 30 personnes. Des études ont également montré que lorsque les filles sont instruites dans une nation, cela augmente de 3% le PIB du pays. Autant d'avantages quand elles sont instruites. Mais est-ce que vous pensez que les questions d'autonomisation des filles et des femmes préoccupent nos gouvernants? Bon, je pense oui. Quelque chose se fait, même s'il reste à faire. Parce que cette affaire d'autonomisation libère aussi quand c'est bien fait ou quand la majorité arrive à atteindre cette autonomisation, ça libère, ça apporte un bien et la nation se portera mieux. Je pense dans ce domaine et avec ce qui se fait sur le terrain, ils sont en train d'apporter leur part, mais il reste encore à faire. D'où le travail continue. Mais quand on dit qu'il reste à faire, c'est nous qui allons quand même aider nos gouvernants à savoir Et ce puis, qu'il faut. il faut aussi l'implication des femmes. Les Il faut qu'elles exactement. veuillent aller de l'avant. Quand on dit reste à faire, nous sommes femmes. De quoi avons-nous forcément besoin pour nous sentir autonomes? Qu'est-ce qui reste à faire que les gouvernants ne font pas encore? On peut toujours les guider en fait. Oui, ce qui reste à faire, si on prend du domaine de l'instruction, nous avons encore des jeunes filles illettrées au Bénin. Nous avons encore des filles maltraitées dans les maisons, des filles placées. Donc, quelque part, nous, femmes, devons, de notre côté, œuvrer pour qu'il y ait de moins en moins ces cas. Il y a aussi le C'est phénomène déjà un des apport. grossesses en milieu Oui, scolaire oui. qui n'arrange Ça- pas les choses. Donc, il y a cet aspect. Maintenant, il y a du côté de l'éducation, quand on parle de l'éducation scolaire, bon, apporter ou bien révolutionner une manière de transférer le savoir, d'encadrer ses enfants, parce que le parent a fait une part en envoyant l'enfant à l'école. Maintenant, à partir de la leçon d'éthique, de l'encadrement, l'enfant reçoit encore un plus. Ça lui permet de pouvoir se mettre au pas. Vous avez abordé un aspect aussi très important tout à l'heure, le phénomène des enfants placés. Mais ces enfants qui n'ont pas, par exemple, la chance d'aller à l'école. C'est aussi tout un autre un fléau qu'on doit essayer aussi C'est même de une combattre. plaie de la société. Parce que ces enfants, en principe, n'ont pas demandé à naître. Et se retrouvent dans des familles où ils sont lésés, c'est comme des mises à part. Aujourd'hui, on peut dire ça va bien pour nous. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Mais ne vous me prenez pas, ma soeur. Il y a certains parents qui vous confient l'enfant et vous disent bon, je n'ai pas besoin que l'enfant aille à l'école, je veux juste recevoir quelque chose en contrepartie à la fin. Et ces parents ne veulent pas que l'enfant aille à l'école, même si vous leur dites je vais mettre votre enfant à l'école par rapport à ça, je ne vais pas vous donner ci, pas vous donner ça. Il y a certains parents, mais je pense plutôt que c'est à ces parents, aux géniteurs même qu'il faut maintenant orienter. Il y a les mentalités. Le changement de la mentalité. Changement de mentalité, ça c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'ai connu un exemple dans une famille, ça a été pareil.
Mais la personne, la famille qui a reçu l'enfant a commencé à donner aux parents parce qu'ils avaient besoin aussi de cet argent pour vivre. Mais en contrepartie, comme on ne leur a pas demandé l'argent pour instruire l'enfant, finalement, l'enfant a été gardé 3 ou 4 ans, mais après, l'enfant a été instruit. Fort heureusement, nous avons des exemples qui, grâce à l'éducation et à l'instruction, s'imposent pour impacter la société et susciter l'émulation au sein de leur communauté. Et dans Femmes en Vogue aujourd'hui, Anita a pêché un gros morceau pour nous. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler d'une femme aussi étonnante que imposante, tant par son physique que par ce qu'elle a dans la tête. Ah ouais. Il s'agit de la présidente, enfin de l'ex-présidente de la République de Croatie, qui s'appelle Kolinda Grabar-Kitarović, je vais y arriver, fort, hein? et qui en 2020 a fini son mandat présidentiel, mais qui a été fortement apprécié en général par tout le monde pour la main de maître avec laquelle elle a pu diriger quand même cette république, pour une femme rigoureuse qui est diplômée en langue. Rien ne la prédestinait à la politique. Elle était juste diplômée en anglais. Et, enfin, elle a eu un diplôme en langue et puis elle s'est retrouvée peut-être par amour de sa patrie, ministre, diplomate et puis présidente de la République, le summum. Donc je vais vous laisser découvrir à travers Femmes en Vogue de ce numéro Kolinda Kitarović-Grabar. Kolinda Grabar-Kitarović. Ainsi se nomme la figure à laquelle Boulevard des Femmes s'intéresse aujourd'hui dans sa rubrique Femmes en Vogue. Femme politique et diplomate croate, elle est née le 29 avril 1968 d'une famille modeste. Très tôt, elle se révèle une élève brillante. Après ses études secondaires aux États-Unis, elle rentre dans son pays où elle décroche une maîtrise en anglais, en espagnol, mais également une maîtrise en relations internationales. Kolinda Kitarović devient très vite une femme rompue à la diplomatie, une négociatrice intraitable et occupe un certain nombre de postes gouvernementaux et diplomatiques. Elle a été ministre des Affaires européennes de 2003 à 2005, première femme ministre des Affaires étrangères et de l'intégration européenne de 2005 à 2008. C'est elle qui négociera l'entrée de son pays dans l'Union européenne. Elle a d'ailleurs reçu le prix Fulbright grâce à ses nombreuses réalisations et un certain nombre de prix, de décorations, de doctorats et de citoyennetés honorifiques nationaux et internationaux. Kolinda a également été ambassadrice de Croatie aux États-Unis de 2008 à 2011 et secrétaire générale adjointe à la diplomatie publique de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, de 2011 à 2014. En 2015, elle devient présidente de la Croatie. Au cours de son mandat, elle lance l'initiative des 3 mers avec le président polonais Andrzej Duda. En 2017, le magazine Forbes a classé Kolinda comme la 39e femme la plus puissante du monde. Elle est ensuite élue au Comité international olympique en tant que représentante de la Croatie en 2020. La position politique de cette brave femme n'a pas influencé sa féminité et sa maternité. Kolinda Kitarović est mariée et mère de 2 enfants. Wow. Je ne sais pas si vous le remarquez, j'ai un faible pour ces femmes belles, de belles carrures et qui ont vraiment quelque chose dans la tête. Oui. Et cette femme, je vous assure, moi-même, je l'adore. Il y a de quoi. Il y a de quoi parce qu'en général, quand on voit une belle femme, ça ressemble peut-être à une faiblesse pour certaines personnes qui se disent que tout tourne autour de sa beauté physique, alors que non, elle en a dans la tête, elle en a dans le ventre. Et Kolinda Kitarović l'a prouvé en accédant quand même à un rang assez élevé. Et en plus, elle n'a pas démérité jusqu'à la fin. Elle a quand même conduit à bon port la Croatie. Oui, et son mandat s'est passé sans scandale. Sans scandale et tout. Elle a su... L'autre côté qui nous a beaucoup touché aussi, pour ceux qui la connaissent sûrement, c'est une femme qui n'est pas non plus restée trop en retrait de sa vie sociale, de sa vie familiale, ma soeur.
Justement, on pouvait la voir par moments au stade lorsque son fils avait des matchs à jouer dans le maillot de l'équipe de son À fils. soutenir son Voilà, à fils. soutenir son fils assez free. On peut Vraiment, la voir, elle se prenait pas parce qu'elle était présidente, mais elle avait une vie normale, sociale, voilà, une totalement vie normale. sociale. Et ces genres d'exemples vous inspirent quoi, ma soeur? Ça m'explique la bravoure de la femme. Et ça me permet un petit retour dans l'histoire du Bénin. Vous voulez parler des Amazones? Les Amazones, si. Les Amazones, ça constitue pour moi une fierté quand on parle de Tassi Hangbe. Et mon souhait le plus ardent, c'est que l'histoire puisse la reconnaître. réintégrer et qu'on puisse lui reconnaître sa place. Vraiment. Et quelqu'un m'a vendu une mèche. La sœur est en train de préparer un vernissage bientôt sur Tassi Hangbe. Je Il le faut parce qu'on dirait qu'on a envie de cacher cette dame qui a quand même gouverné pendant un bon nombre, un certain temps. Il faut que sa place lui soit reconnue. De ces exemples, nous en avons. Et si on n'en parle pas, les gens ne sauront pas. Et puis, il n'y aura pas d'exemple pour pousser les jeunes Motiver générations à faire les autant. jeunes à Et suivre. nous en avons besoin, hein, nous les femmes, nous avons besoin de bons exemples. Nous avons besoin de savoir que De des modèles. gens ont fait plus que ce à quoi nous aspirons aujourd'hui. Et nous devons essayer de les égaler à défaut de les dépasser. Oui, tout à fait. Quand on observe aujourd'hui la femme béninoise, on voit en elle cet héritage qu'elle porte de bravoure, de détermination, de sacrifice, parfois jusqu'au risque de sa vie. Mais il manque parfois de la détermination pour aller de l'avant. Oui. À certaines femmes. À certaines femmes. Oui, oui. À certaines femmes. Ben, nous allons évoluer. Nous allons à présent vers Tache d'encre. C'est toujours pour parler et de femmes. Il arrive de ces moments où on ne peut pas s'en passer. Ça, c'est clair. Et Tache d'encre nous amène aujourd'hui aussi dans l'univers des femmes, comme je le disais. Donc, et c'est à travers un recueil de poèmes spécialement feuilletés pour nous par Carmen Toudonou. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente non pas une, non pas deux, mais bien 8 écrivaines en même temps. Il s'agit en fait d'un collectif d'écrivaines qui signent ce recueil de poèmes intitulé Oestrogène. L'œuvre, rendue publique le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale de la femme, est signée des poétesses du Togo, du Bénin, de la France et de la Suisse. Descendant d'Adam, miroir de mon âme avilie, telles lois et règles absurdes aujourd'hui abolies retournent contre toi leurs flèches enflammées, désormais blanchies et honorées, je ne suis plus à blâmer. Les traces de folie de nos cœurs étourdis, nobles conservateurs de nos sombres souvenirs, ont imprimé indélébilement dans ma tête de mule une tache noire en cire fondant sous une canicule. Autrefois compagnons d'une commune destination, nous voilà embarqués sur le chemin de l'aberration. Entre-temps, gardiens du seuil de notre paradis, te voilà prédateur et destructeur de notre logis. Homme vil, auteur de mains bleues et contusions, désespérément candidat au royaume des élus de Sion. Mon corps fragile et enlaidi, dépôt de ta force inépuisable, sonne aujourd'hui le glas de ton mandat abominable. Sonne aujourd'hui le glas de ton mandat abominable. C'est un extrait du poème Woman's Land de Eliane Tcheimohan. Je vous donne encore un autre extrait. Cette fois-ci, c'est un poème de Caroline Despons qui s'appelle Attendre et qui est situé à la page 42 du recueil. Attendre. Elle restait là, des heures, à parler aux mésanges, des heures à écouter le bavardage, des fleurs, des heures, elle est restée là, près des fleurs. Jamais elle n'a confié si ce qu'elle attendait s'est approché de ces heures. Alors, le jour où elle ne fut plus là pour rester des heures, j'ai dessiné sur le placé de sa chaise son cœur qui depuis attend là des heures la visite de celui qui ne viendra plus. Voilà, Oestrogène, 8 poétesses d'Afrique et d'Europe taquinent la muse, c'est aussi d'édition Vénus d'ébène de Cotonou. On se retrouve très vite pour un autre numéro de Tache d'encre. Mais voilà, Oestrogène, un recueil de poèmes signé que par des femmes de 8 nationalités.
Ah ben, c'est important, Quand c'est autant de intéressant. femmes se réunissent pour écrire, il faut s'attendre à du beau. Et c'était beau, les extraits que Carmen nous a présentés. Tout à fait. Ma soeur, vous avez aimé? Oui, j'aime bien aimer. Et j'aime aussi, comment on appelle, son écriture. Et j'aime lire. Donc, quand je me retrouve face à des femmes déterminées, équilibrées, qui donnent vie à un savoir, ça s'apprécie et j'aime beaucoup. Ah, donc vous aimez bien Carmen Toudounou, si je comprends. Oui. Bon, Carmen, vous avez une fan ici, hein, pas des moindres. En tout cas, nombreuses et nombreux sommes-nous donc à ne souvent pas réussir la cuisson du crin-crin, la sauce crin-crin. Mais je ne sais pas trop comment on appelle ça en français, c'est bizarre. C'est crin-crin. C'est crin-crin? Ah ben d'accord. Bon, ça doit avoir un nom scientifique, mais c'est crin-crin. Des Peut-être sauces feuille filantes, de... Ah. Sauce? Filante. Ah, mais on peut appeler aussi la sauce. Ça file. Ça file entre les doigts. Je comprends mieux. Crin-crin, ça sort Ben, d'où même? femmes ou hommes, autant sommes-nous à ne pas savoir préparer et réussir la cuisson de la sauce filante, c'est le crin-crin pour lui garder toute sa onctuosité. Et justement, Yasmine Damata nous rapporte des astuces avec un spécialiste. Rendez-vous de votre rubrique recettes et astuces de femmes. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette rubrique. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une recette culinaire. Il s'agit de comment garder le gluon de la sauce crin-crin après cuisson. Pour en parler, avec nous un chef cuisinier, il répond au nom de Ogundele. Dieu le veut. Oui, Dieu le voudra, on sera avec lui toujours. Bonsoir, Dieu le veut. Ça va bien. Alors avec vous, nous allons découvrir la recette de la sauce crin-crin. Comment garder le gluon de la sauce. Vous pouvez nous dire brièvement de quoi il s'agit, comment garder le gluon de la sauce crin-crin? Comment garder le gluon de la sauce crin-crin? Ça a plusieurs astuces, ça a plusieurs étapes. Si vous êtes une femme dans une maison et vous avez l'habitude de préparer la sauce crin-crin, vous n'arrivez pas à réussir sa gluante, c'est 50 de l'eau à boire. Vous pouvez essayer d'ajouter, après avoir préparé, d'ajouter légèrement une petite goutte et une petite grain de poudre d'amande dans votre sauce. Ça vous permettra d'avoir plus de gluante légèrement. Et ça, c'est un secret. Ben voilà, vous avez quand même retenu quelque chose. Hein. Vous savez désormais comment réussir le gluant du crin-crin. Ma soeur, vous faites la cuisine aussi? Oui, nous faisons la cuisine chaque dimanche. Quelle question, la soeur parlait de cuisine tout à l'heure. Il n'y a pas de femme. Non, mais vous savez que j'aime bien taquiner les invités, je pense. C'est une sauce assez Nous faisons la délicate. cuisine, la bonne cuisine même. Ah. Un jour, j'aurai l'occasion de vous inviter à goûter. Ah, on va venir faire le c'est point ça, ici. hein. J'aime bien partager la table des religieuses. Ah, des oui, religieux, oui. là. Ah, bon, en tout cas, ils font bien la cuisine. Je le disais parce que je voulais que la sœur arrive à nous inviter, en fait. Et tu as réussi. Et je le disais tantôt, le crin-crin, c'est une sauce délicate à préparer. C'est pas à tous les coups Qu'on réussit, ça. Voilà. Des fois, c'est pas gluant, les feuilles sont... Il faut savoir bien choisir les feuilles aussi, je crois. Généralement, à cet instant de l'émission, je me sens très excitée. Mais là, je suis un peu Ah, tu gênée. ne sens pas? Je suis À un peu l'intérieur? gênée, sûrement. Face à la sœur. Oui, sûrement parce que nous sommes avec une sœur. Hein. Je suis un peu gênée parce Ça que sent coquine taquine. Pourquoi? même ma sœur est surprise. Oh, ben, c'est un instant où on est obligé de vous sortir, beaucoup. de vous sortir de votre réserve. De votre confort, de votre zone de confort, voilà, Oui. pour la bonne cause. Coquine taquine, c'est parti. Sœur Henriette Marie Goussi-Kende, religieuse dans l'âme. Et mais vous nous peignez des tableaux. Vous avez eu à collaborer avec d'autres artistes qui ne connaissent pas les couvents. Vous êtes déjà arrivé à découvrir des tableaux de nu? Des tableaux? De nu. Oui. Ok. Ça ne vous a jamais inspiré? Bon, oui, j'ai même eu à peindre le nu. Comme lors de ma formation. Ah, mais pas depuis que vous êtes sorti.
de la Mais formation. même lors de la formation, est-ce que ça ne vous a pas dérangé du tout? Le tableau de nuit, ça dépend de ce qu'on met. C'est dans justement cette ce que je voulais vous demander. Vous l'avez peint dans quel état d'âme? Bon, dans quel état d'âme, en fait, je vous explique un peu. Et en tant que professeur d'anatomie, l'anatomie, c'est la morphologie humaine. Mais vous ne pouvez pas habiller un portrait si vous ne maîtrisez pas sa morphologie humaine. D'accord, ne continuez pas. Vous m'avez déjà gagné, là. Vous m'avez gagné ce terrain. On va évoluer, pas de souci. Bon, vous arrive-t-il d'avoir des pulsions, des envies sexuelles, malgré que vous êtes religieuse? Bon, je suis une femme, oui. Et aussi, pour être religieuse, c'est un choix. Et le choix, c'est le désir qui m'a porté vers ce choix. J'ai été jeune fille comme tout le monde. J'ai même aimé. Mais j'ai rencontré plus grand que cet amour humain. Et finalement, j'ai choisi. L'amour divin. Ça va être chaud, ça va être chaud ce soir. Hein? Ne vous en faites pas. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Sœur Henriette, Oui. depuis que vous avez commencé par vous vêtir de cette robe blanche, Oui. vous est-il arrivé l'envie de l'enlever, de vous mettre en mini-robe, en mini-jupe pour ne serait-ce que vous ressentir jeune fille, puisque vous l'avez femme. été? Bon, je me ressens femme déjà. Déjà. Même ressentie jeune fille, je n'ai pas eu le besoin. Je n'ai pas eu le besoin, mais je vous dis clairement, en tant que femme, j'ai rencontré des hommes qui sont beaux. Quand je trouve quelqu'un bien bâti, que Dieu a créé bien, je peux te dire, ma chère, oui, cet homme, il est beau. C'est comme une femme mariée. Et votre cœur ne fait pas boum boum. Je vous Là, suis. j'ai marqué un coup. Une femme mariée peut rencontrer un monsieur qu'il aime, qu'il trouve qu'il est beau, comme mon cas. Mais qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on a fait un choix qu'on désapprécie l'humain. Maintenant, quand j'ai fait un choix, je me suis mis déjà dans un contexte. On dépose par exemple dans une chambre plusieurs fruits. On m'ordonne, Henriette, va dans cette chambre, choisis le fruit qui te plaît. C'est un choix, c'est libre. Genre, je peux prendre l'ananas, la pomme, tout ce que je veux, mais un fruit. Mais une fois que je prends l'ananas, la pomme n'est plus à moi. C'est un choix de vie. Je ne peux pas dire, je ne rencontre pas des hommes que je n'aime pas, mais je vais au-delà de cet amour humain et je m'accroche à ce choix. Et je demande tous les jours la grâce à Dieu, à la Vierge Marie, de pouvoir tenir. Mais si les hommes de dehors n'ont pas le courage de vous aborder du fait que vous portez la robe blanche, est-ce qu'au sein de la congrégation, avec les frères ou les prêtres, pour ne pas trop exagérer, il est arrivé parfois que vous flirtiez ou quelques relations que ce soit que vous avez eu à développer? En 27 ans, 27 ans, c'est quand même beaucoup. Oui, tout à fait. Ça, c'est une réalité qu'on apprend, qui se dit partout. Mais je ne peux pas dire et témoigner de ce que je ne sais pas. Dans toute vie, il y a des hauts et des bas. J'ai commencé, certes, mais moi je ne dirais pas des prêtres, des personnes qui au départ, j'étais jeune fille, même en tenue, vous font la cour. Oui. Moi, je me dis psychologiquement que c'est une manière de vous tester. Maintenant, c'est à vous de dire oui ou non. Et vous avez déjà dit oui combien de fois? Tu ne demandes pas, elle a dit non. Bon, je n'ai pas encore dit oui. Parce que j'ai compris que j'ai choisi. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais avec la grâce de Dieu. Et aussi une chose aide, je vous assure, c'est l'ouverture. Il ne faut pas cacher. Quand je me rends compte que je suis face à telle situation, que ça commence à me prendre le cœur, je parle à une aînée. Voilà ma situation, elle va m'aider. Il peut arriver même jusqu'à ce qu'on déplace une religieuse d'un milieu pour la préserver. Donc, il vous est arrivé d'être tenté. Pardon? Il vous est arrivé d'être tenté de céder à une envie. Bon, envie, aimer, oui, mais envie, je sais qu'en tant que femme, et l'envie, c'est tout à fait naturel. C'est physiologique. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais senti l'envie.
J'ai eu, disons, des temps d'ovulation comme toutes les femmes. Et quand ça arrive comme ça, comment est-ce que vous gérez? Quand ça arrive comme ça, bon, on ne suit pas une formation pour rien. Non, ça c'est clair. Quand Il n'y a même pas de formation aussi dans le domaine. Il ne faut pas se laisser aller ni collaborer avec des occasions de chute. C'est comme je me retrouve dans cette situation, ce n'est pas à ce moment que j'irai visiter quelqu'un, passer la journée avec, mais c'est moi-même qui m'expose. Il faut éviter les risques, oui. Je dois éviter de m'exposer, faire mon travail, me retrouver avec mes soeurs. Et aussi, il y a une chose qui nous aide, que moi j'aime beaucoup, c'est la récréation. Chanter, danser, transpirer le soir, vous retrouvez dans votre lit, vous dormez convenablement. Nous sommes toutes des femmes, nous avons toutes par mois ces moments voilà, des règles. Et je me suis toujours dit, en voyant les religieuses en tout blanc, vu que même nous, habillés, même en tissu, parfois on n'est pas tranquille parce qu'on se dit peut-être qu'on est taché et tout. Est-ce que pendant ce temps, vous changez la couleur de votre tenue ou vous ne sortez pas ou parce que, oui, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et habillées en blanc immaculé, je me demande toujours, mais comment elles font? Vous devez vous retrouver dans une cérémonie qui va prendre du temps. Je me suis toujours demandé comment elles font. Vous ne pouvez même pas sortir. Voilà, ça doit être difficile à gérer. Oui, ce qu'elle dit, c'est pertinent, c'est une vérité. Et comment vous faites? Parce que j'ai jamais vu encore une religieuse tachée, jamais. Mais elles sont toujours en blanc. C'est comprendre nos dispositions comme toute femme. Et parce que, oui, quand je sais que peut-être le cycle est de 28 jours, je sais comment prendre mes dispositions, parce que ce n'est pas, quand on parle des menstruations, ce n'est pas d'un jour à l'autre que vous l'avez, que vous cessez d'être femme. Avant que ça ne cesse, ça prend du temps. Oui. Donc, c'est-à-dire, vous vous habituez à votre cycle. Et quand vous vous habituez à votre cycle, vous prenez vos dispositions. C'est-à-dire, vous vous mettez bien, tout est bien protégé, bien tenu. Et si excusez le terme, si je suis abondante, je prendrai plus de dispositions. Je les ai jamais vues habillées autrement au dehors. Par contre, alors que les prêtres, il y a des sœurs qui s'habillent autrement. Mais ça dépend des congrégations. Non, pas les sœurs de Saint-Augustin. Nous, c'est notre tenue. Croix et robe. Et les solennités, jour de dimanche, nous sommes en blanc. En semaine, nous sommes en beige. À la maison, nous sommes en blouse. Très intéressant, hein? Un très bon moment de partage. Aujourd'hui, c'est nous qui n'avons pas envie de nous séparer de votre invité. Vous n'avez pas remarqué? On veut tout apprendre aujourd'hui. Je pensais être la seule intéressée à devenir religieuse, mais j'ai découvert que Anita et Mirabel également nous nourrissaient secrètement cette envie. Ma sœur, merci beaucoup pour cet instant de partage. Même jusqu'à la dernière rubrique Coquine Taquine, on a appris que tout est basé sur l'éducation. Somme toute, l'éducation joue un rôle central dans l'autonomisation des femmes et des filles, en leur donnant accès à un apprentissage de qualité favorisant leur développement personnel et professionnel. Elle aide les filles à découvrir leur passion et à prendre leur place pleinement dans le monde. Anita, Mirabel. Oui, ça a été un très beau moment. Tout le monde descend. Hein? On est entré dans l'univers. Tout le monde descend à contre-cœur. Sœur Henriette Marie Goussi Kendé, merci infiniment pour ce bel instant de partage. C'est un plaisir pour moi. Je n'ai même pas envie de vous laisser partir. Le plaisir partagé. Nous allons construire des tentes, mais malheureusement, la réalité nous appelle ailleurs. Grâce à la sœur Henriette, nous sommes rentrés dans le couvent des religieuses aujourd'hui. Merci à toutes ces religieuses qui nous représentent, nous autres qui n'avons pas eu le courage d'être là-bas. Amis téléspectateurs, c'est tout pour ce numéro de Boulevard des femmes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.